Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent concernait des variables aléatoires discrètes. Donc, par exemple, on avait la variable sur la forme carré rond, donc ça c'est binaire, ou encore la variable associée à la couleur, donc rouge et noir, c'est une autre variable binaire, donc discrète. Il y avait également l'exemple avec les résultats obtenus à l'examen, donc la variable x pouvait prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 100, mais c'était des valeurs entières, donc il y avait 101 valeurs possibles. Encore une fois, c'est une variable discrète. Maintenant, on peut avoir également des variables aléatoires continues. Donc, c'est des variables qui peuvent prendre un nombre infini de valeurs possibles. Donc, par exemple, dans le cas des examens, si un étudiant aurait pu avoir n'importe quelle valeur réelle entre 0 et 100, alors x aurait été une variable aléatoire continue. P de x associé à une variable aléatoire continue s'appelle une fonction de densité de probabilité. Pourquoi on appelle ça une fonction de densité de probabilité? C'est parce que la probabilité d'observer une valeur x précise est littéralement nulle. Si je dis quelle est la probabilité d'observer exactement 20 degrés dehors comme température en degrés Celsius, la probabilité va être nulle. Par contre, si parce que c'est une variable continue et il y a une infinité de valeurs possibles. Donc, c'est quoi la probabilité de tomber exactement sur cette valeur, sur une valeur en particulier? Ben, la probabilité est nulle. Donc, c'est pour ça qu'on va plutôt parler de fonction de densité de probabilité, c'est-à-dire qu'au lieu de dire c'est quoi la probabilité que x obtienne exactement une valeur, on va plutôt dire quelle est la probabilité que de x, la probabilité que x tombe à l'intérieur d'une certaine marge AB, qui serait ni plus ni moins l'intégrale de P de x entre A et B. Donc, pour qu'une variable x soit une variable aléatoire continue valable, il faut qu'elle soit issue d'une fonction de densité de probabilité qui soit également valable. Et pour qu'elle soit valable, il y a deux conditions à rendre compte. La première condition, c'est que P de x doit toujours être supérieur ou égal à 0, peu importe la valeur de x, ainsi que l'aire sous la courbe de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire la somme de toutes les probabilités possibles, de toutes les valeurs possibles, soit égale à 1. Donc, une densité de probabilité qui donne dont l'aire est supérieure à 1 ou inférieure à 1 n'est pas une densité de probabilité, c'est probablement un bug. Donc, si ces deux conditions-là sont rencontrées, on peut obtenir des résultats qui sont peu intuitifs, mais qui font du sens quand on y pense bien. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une densité de probabilité qui est 0 partout, sauf pour un certain intervalle qui serait entre 1.5 et 2.0. Et ironiquement, la probabilité d'observer cet intervalle-là est plus grand que 1, ce qui paraît peu intuitif, mais pourtant, quand on y pense bien, ça a de l'allure. D'abord, P de x, pour toutes les valeurs de x, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, sont ou bien égales à 0 ou supérieures à 0. Donc, la première condition est rencontrée. Et puis, ben, il faut que l'aire sous la courbe soit égal à 1. Donc, si l'intervalle de 1.5 à 2, c'est juste un demi, ben, ni plus ni moins, la hauteur de P de x doit être égale à 2 pour rendre compte de la deuxième condition. Il y a un certain type de densité de probabilité qui s'appelle le delta Dirac, pour lequel l'intervalle, c'est une fonction exactement comme celle-ci, mais dont l'intervalle est infinitésimalement petit. Et par conséquent, pour satisfaire la condition que l'aire sous la courbe soit égale à 1, ben, la hauteur de ce pic doit être infinitésimement haut. Il y a également pour x ce qu'on appelle une fonction de répartition qui est une fonction cumulative en anglais, même en français c'est un anglicisme, on utilise ça plus souvent qu'une fonction de répartition, la cumulative. Ben c'est en gros ça donne c'est quoi la probabilité que x euh, tombe dans l'intervalle de moins l'infini jusqu'à une certaine valeur de z ici par exemple. C'est ce qu'on va appeler une fonction de répartition. Lorsqu'on a deux variables aléatoires ou plus, on peut se poser la question, c'est quoi la fonction de densité jointe? Ben encore une fois, on va pas dire c'est quoi exactement la valeur de x et de t, parce que x et t il y a une infinité de valeurs possibles, donc la probabilité d'avoir une valeur de x en particulier et de t en particulier, ça sera égal à 0. Par contre, on va plutôt dire c'est quoi la probabilité que x tombe à l'intérieur d'un certain intervalle et t à l'intérieur d'un autre intervalle. Et ça, ben, ça se calcule avec une double intégrale sur l'axe des x et l'axe des t ici.
On peut également utiliser la marginalisation comme on l'a fait auparavant. Donc, si on a deux variables ou plus et qu'il y en a juste une qui nous intéresse, ben on peut marginaliser les autres variables. Par exemple, ici, on peut marginaliser la variable t en prenant l'intégrale le long de l'axe dt. La conditionnelle, la fonction conditionnelle, ici, c'est la même chose, ça s'exprime de la façon suivante, qui est en ni plus ni moins le théorème de Bayes. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Ben, c'est parce que P de X étant donné, P de X et T, la jointe qui est ici, comme on a dit auparavant, c'est P de X étant donné T fois P de T, pardon, divisé par P de X, comme ça ici. Et donc, ça, c'est la représentation de Bayes. Donc, qu'on ait une variable aléatoire continue ou discrète, le théorème de Bayes est toujours rencontré. Autre chose qu'on voit très souvent dans le domaine des techniques d'apprentissage, c'est l'espérance mathématique. Donc, l'espérance mathématique d'une certaine variable aléatoire, c'est ni plus ni moins la moyenne qu'on observe si on devait répéter un très grand nombre de fois une expérience donnée. Donc, par exemple, si je dis que x est une variable aléatoire IID, donc indépendamment, identiquement distribuée de P de x, ben, si je devais faire plusieurs fois une expérience, donc générer un grand nombre d'observations X, en moyenne, qu'est-ce que j'aurais? Donc, par exemple, si, on fera un exemple en classe, mais si j'ai un dé, puis que je roule du dé un très grand nombre de fois, à chaque fois que je roule le dé, la face que j'obtiens, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, ben c'est le résultat, c'est une réalisation X. Ben, si je fais ça très souvent, je vais avoir X1, X2, X3, donc plusieurs observations. Ben, en moyenne, quelles seront ces observations-là? Ben, le résultat, c'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique. Donc, dans un cas discret, ça va être la somme sur toutes les X possibles. Donc, dans le cas d'un D, par exemple, ça serait une somme de 6 éléments. Okay? La probabilité d'avoir 1, la probabilité d'avoir 2, la probabilité d'avoir 3 jusqu'à 6. Si j'avais une pièce de monnaie jouée à pile ou face, ben, ça serait la somme de 2 éléments. Hein? X qui serait peut-être égal à pile, c'est 0, et face, ça serait 1, ça serait 0 fois P de 0 plus 1 fois P de 1, par exemple. Et dans le cas d'une variable continue, ben c'est l'intégrale est remplacée, la somme est remplacée par une intégrale. On peut également calculer l'espérance d'une fonction f de x. Donc encore là, si j'ai un très grand nombre de réalisations x issues de p de x, et je veux savoir c'est quoi en moyenne ce que ma fonction f de x pourrait me retourner. Donc à ce moment-là, dans le cas discret, c'est la même chose, c'est une sommation, et le cas continu, c'est une intégrale. La variance, ça sert à calculer dans quelle mesure les réalisations que j'obtienne sont étalées. Ok, donc est-ce qu'elles sont d'une expérience à l'autre très similaires les unes aux autres? Auquel cas, si c'est le cas, la variance sera très faible. Sinon, la variance sera très élevée. Ben, ça se calcule comme suit. C'est l'espérance mathématique. Donc, on peut remplacer l'équation précédente de l'espérance mathématique ici, par cette chose-là ici. Donc, x moins mu de l'espérance de x, ça c'est la moyenne. Donc, on a x moins la moyenne au carré. Donc, ça ici, c'est une fonction de x. Fait que la variance de x, c'est l'espérance mathématique d'une certaine fonction. Donc, ça ici, là, si je reviens là, ça, là, ça peut être vu comme f de x. Donc, à la page précédente, on a dit que j'ai l'espérance mathématique de f de x, ici, okay, ou dans le cas discret ou dans le cas continu. Ben, l'espérance mathématique, quand f de x est égal à cette chose-là ici, on va appeler ça la variance. Et on peut aussi calculer la variance d'une fonction. Donc, ça procède exactement de la même équation, c'est juste qu'on va remplacer x par f de x. On peut très facilement démontrer que l'espérance mathématique, la somme de deux variables aléatoires multipliées par des coefficients réels A et B,
ici, ben, c'est ni plus ni moins la somme des espérances mathématiques fois A et fois B, puisque A et B sont indépendants de X et Y. La preuve est assez facile à faire. En fait, la preuve est complètement directe, elle est juste ici. On peut également démontrer, et ça va possiblement être une question à un devoir, on peut facilement démontrer que la variance de la somme de deux variables aléatoires, ben c'est A au carré fois la variance de la première variable aléatoire plus B au carré fois la variance aléatoire, la variance de la deuxième variable aléatoire. Je peux également calculer l'espérance mathématique d'une conditionnelle. Donc, ça voudrait dire quoi, ça, ici, si je reprends des exemples qui ont été donnés précédemment, c'est comme si je disais, c'est quoi la moyenne des notes obtenues par les étudiants issus par exemple, ici, ce serait le groupe 1. Donc, si je dis c'est quoi P de X étant donné que j'ai le groupe 1, ça voudrait dire que je regarde uniquement les résultats obtenus ou la distribution issue du groupe numéro 1. Fait que ça me donnerait la moyenne du groupe numéro 1 qui était, je vous le rappelle, de 40%. Puis si à la place j'avais dit groupe numéro 2, ben ce résultat-là ici serait 80%. Et si ça c'était pas là, ok, c'était juste P de X, ben là j'aurais la moyenne de la classe au complet qui serait une valeur entre 40 et 80%, là, probablement quelque chose autour de 60%. Et on peut faire la même chose pour l'espérance mathématique conditionnelle d'une fonction f de x si on voulait. Bien sûr, je peux calculer la variance, c'est la même chose, ça nous calcule cette fonction-là ici. Cette fonction-là ici, ça nous permettrait de calculer si ça c'est égal au groupe 1. Ça nous permettrait de calculer la variance des étudiants issus du groupe 1. Sinon, si ça c'était groupe 2, ça serait la variance du groupe 2. Et si il n'y avait rien ici, ok, ben ça serait ni plus ni moins la variance de toute la classe. La covariance, c'est une autre donnée qui est très importante en technique d'apprentissage. C'est l'idée que on est capable de mesurer dans quelle mesure on peut prédire une valeur de x à partir de y, et ce, de façon linéaire. Okay? Donc, si x et y sont totalement indépendantes, donc x et y sont deux variables qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, leur covariance sera nécessairement égale à 0. Par contre, plus x et y sont reliés l'une à l'autre, plus la covariance sera grande. Je peux également calculer l'espérance mathématique d'un vecteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, c'est l'espérance mathématique d'un vecteur? Ben, lorsque j'ai plusieurs observations, par exemple, au chapitre précédent, j'avais donné un exemple où des patients viennent à l'hôpital et chaque patient se voit mesurer la pression artérielle ainsi que plutôt la fréquence cardiaque ainsi que la température corporelle. Donc X, ce qui était les données observées, c'était deux variables aléatoires, donc c'est un vecteur, fréquence cardiaque et température corporelle, ben, l'espérance mathématique d'un vecteur comme ça ici en 2D, c'est ni plus ni moins l'espérance mathématique de la première dimension et l'espérance mathématique de la deuxième dimension. Donc ici, on est dans un cas où on a des dimensions, on aurait eu des observations. Ben, l'espérance mathématique d'un vecteur, c'est un vecteur d'espérance mathématique, ni plus ni moins. Et la covariance de deux vecteurs, ben, ça se calcule comme ça ici. Et ça, c'est très, très, très souvent utilisé en probabilité, entre autres, lorsqu'on a des gaussiennes multivariées. Donc, justement, en voici une gaussienne. Donc, voici une gaussienne lorsque x est juste une valeur réelle. Donc, c'est l'équation que vous avez souvent vue par le passé, pour laquelle vous êtes assez familier. Ben, mu, on dit que c'est la moyenne ici. Mu, c'est la moyenne. Donc, mu ici, c'est la moyenne. Ça c'est la moyenne. Puis, c'est calculé avec l'espérance mathématique de x. Donc, si vous remplacez, vous trouvez la solution à ce problème-là ici, vous remplacez n par l'équation qui est là,
x par x et que vous prenez l'intégrale de cette fonction-là ici, au final, vous allez obtenir mu, qui est ni plus ni moins la moyenne. La variance, ici, c'est calculé suivant l'espérance mathématique de x moins mu au carré. L'espérance mathématique d'une fonction, c'est la valeur de cette fonction-là fois la densité de probabilité associée. Donc ici, c'est une gaussienne. Encore une fois, si on prend l'intégrale de cette fonction-là, on la résout, ben, ça va nous donner sigma carré. Puis l'écart type, ben, c'est racine carrée de sigma carré. Donc, plus sigma est grand, bon déjà, mu la moyenne, on sait très bien ce que c'est. Ben, sigma, qui est l'écart type, ça nous dit dans quelle mesure la population qu'on observe est très différente. Okay? Donc, un petit écart type nous dit que la plupart des données sont très proches de la moyenne, alors qu'un grand écart type nous dit que les données sont fortement distribuées le long d'un axe. On dit également que une autre façon de voir qu'est-ce que ça signifie un écart type, ben un écart type sigma, si je dis c'est quoi la probabilité qu'une variable ait une réalisation à l'intérieur de la moyenne plus ou moins un écart type, plus ou moins sigma, ben je vais avoir 68%. Ce que ça veut dire, c'est que 68% de ma population a ni plus ni moins est située ni plus ni moins à l'intérieur de un écart type de la moyenne. Si on regarde deux écarts types de la moyenne, c'est 95% de la population et trois écarts types de la moyenne, c'est 99,7% de la population. Donc, si on dit par exemple qu'un étudiant a obtenu une moyenne cumulative qui est trois écarts types en haut de la moyenne, on peut dire que c'est un étudiant qui est vraiment très exceptionnel parce que plus de 99% de la population est inférieure à lui. Alors, un autre concept que je vais revoir en classe aussi, juste pour s'assurer que tout le monde comprend, c'est la notion de gaussienne multivariée. Ça, c'est une chose qui est parfois un peu moins bien maîtrisée. Alors, c'est quoi une gaussienne multivariée? Ben, c'est une gaussienne qui cherche à considérer non seulement une seule variable, comme c'était le cas ici. Ici, on a juste une variable, c'est x, mais plutôt plusieurs variables. Okay? Donc, si on a plusieurs variables, comme si je reprends encore une fois l'exemple des patients qui arrivent à l'hôpital et qu'on calcule la fréquence cardiaque et la température corporelle, dans ce cas-là ici, X, okay, une certaine observation, ça serait la fréquence cardiaque F et la température corporelle T. Okay? Et de façon très, très générique, on pourrait dire c'est X1, la première observation qui a été prise, et X2, la deuxième observation qui a été prise. Ben, ça veut dire qu'un patient vit dans un espace 2D, non pas dans un espace 1D. Donc, s'il vit dans un espace 2D, on veut savoir comment se distribuent les probabilités dans cet espace 2D-là. Ben, une des représentations probabilistes les plus fréquemment utilisées, c'est la gaussienne multivariée, où X, ici, si je reprends mon exemple de patient, X est un vecteur en 2D. Ni plus ni moins la moyenne, c'est un vecteur également qui est en 2D. En 2D. Donc, un vecteur moins un vecteur, ça me donne un vecteur ici. Donc, ça, c'est un vecteur R en 2D. Ça ici, c'est un vecteur R qui est également en 2D. Ben, ni plus ni moins, ce que j'ai entre les deux pour que ça fonctionne, c'est une matrice qui, elle, est une matrice de variance-covariance, qui est une matrice R qui doit être 2 par 2. Et vous remarquerez qu'ici, il y a un inverse. Pourquoi? Ben, si je reviens en arrière, la variance ici est au dénominateur. Okay? Donc, quand j'ai une matrice que je veux mettre au dénominateur, que je veux inverser, ben, j'utilise la notation moins 1 ici. Donc, j'ai l'exponent. Si j'ai un vecteur qui est 2D, fois une matrice 2 par 2, ça va me donner un vecteur 2D, fois un autre vecteur 2D, ben un vecteur 2D transposé fois un vecteur 2D, c'est un produit scalaire, un dot product en bon français. Donc, le résultat de tout ça ici, c'est un réel. Et ce réel-là, on va le diviser par 2, fois moins 1. Donc, ça va encore une fois me donner un réel. Donc, tout ça ici va être
un réel. Fait que l'exponentielle d'un réel, c'est un réel, donc ça me donne une valeur de probabilité. Donc ça fonctionne. Et ici, j'ai la norme de sigma qui est la matrice de variance-covariance. Okay? Donc voici une illustration en 2D. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire si ça c'était la température corporelle et que ça ici c'était la fréquence cardiaque? Ben, je pourrais dire que en moyenne, cette distribution-là ici nous représente comment les données se distribuent dans un espace 2D. Une autre façon de le voir, c'est de façon topologique, c'est-à-dire que ici, bon, ça c'est bien, c'est une illustration 3D, mais parfois c'est plus ou moins intuitif pour la visualisation. Donc, ce qu'on va illustrer, c'est des courbes de niveau. OK? Donc, des courbes de niveau comme ça ici, comme ça et comme ça ici. Puis ces courbes de niveau-là, on les représente ici. Donc, on voit très bien que en moyenne, X1 tombe ici, en moyenne, X2 tombe là. Et que ici, c'est le cas pour une matrice de variance-covariance qui est diagonale ici. Donc, ça, c'est la variance pour X1, la variance pour X2. Ça, c'est la covariance de X1 par rapport à X2 et la covariance de X2 par rapport à X1. Et là, comme on voit, c'est deux variables qui sont indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire le fait d'être plus ou moins à gauche le long de l'axe des X1 vient pas changer vient pas conditionner la valeur que je vais avoir pour X2. Par contre, si j'ai deux variables qui sont bon, ici, ça c'est ici, j'ai une variance qui est plus grande le long de l'axe des X2, donc on voit qu'il y a une plus grande dispersion le long de l'axe, excusez-moi, la valeur de la variance sur X1 est plus grande que la valeur de la variance sur X2. Donc, ça signifie que j'ai un plus grand étalement le long de l'axe X1 que X2, ce qui est représenté ici de façon graphique. Par contre, dans le cas où on a des covariances qui sont non nulles, ce qui est le cas ici, quand on a des covariances qui sont nulles, ça veut dire que plus X et X1 influent sur la valeur de X2. C'est-à-dire que plus X1 va être élevé, plus les probabilités que X2 soient élevées. Okay? Plus les probabilités sont fortes que X2 va être élevé, et vice-versa. Donc, il y a une espèce de conditionnement comme ça ici. Et donc, quand on parle de gaussienne, je crois que c'est dans le TP2, où vous allez avoir des gaussiennes multivariées à manipuler. Gardez toujours en tête que là, on va jouer avec des vecteurs. X est un vecteur, mu la moyenne, c'est un vecteur, et sigma, la matrice de variance-covariance. Donc ça, c'est un vecteur en D dimensions. Ça, c'est un vecteur en D dimensions. La matrice de variance-covariance, c'est une matrice de D par D. Donc, dans votre code, vous devez bien comprendre que X, c'est pas juste une valeur réelle, mais c'est un vecteur. Même chose pour mu. Et sigma, c'est une matrice. Une chose intéressante, c'est qu'une combinaison linéaire de variables aléatoires gaussiennes, c'est également une gaussienne. Donc, si par exemple, j'ai x qui est une variable gaussienne de moyenne mu1 et variance sigma 1 au carré, j'ai une autre variable aléatoire t qui est également gaussienne, si je combine les deux ensemble, je fais ax plus bt, ce résultat-là sera lui aussi une gaussienne avec une moyenne et une variance.